et je dirais une fierté de venir exposer ces travaux ici parmi vous. Merci beaucoup Monsieur Hammer, qui m'a contacté depuis pas mal de temps. J'ai failli venir il y a quelques mois, mais j'avais un petit problème, je dirais, de santé familial qui ne m'a pas permis de venir. Et je ne peux pas refuser une invitation comme ça, parce que pour moi, c'est, malgré un emploi du temps chargé, comme vous pouvez l'imaginer, parce que ça me permet de vous présenter un travail de recherche et qui est en fait une belle aventure scientifique, mais c'est surtout une aventure humaine. Et j'y insiste parce que vous allez voir que, en fait, quand on a été travailler dans cette région-là, sur ce bassin-là, dans ce pays-là, on a été, mais tout à fait par hasard, et on n'a jamais été là-bas pour chercher les traces de vie ou les formes de vie les plus anciennes ou les plus exceptionnelles. Hein, donc ça, c'est des choses que je vais vous expliquer au fur et à mesure, et vous allez voir que la vie, parfois, peut réserver pas mal de surprises. Donc, je vais vous expliquer les choses simplement. En 2007, un étudiant gabonais qui était d'abord chez nous en 2005, a passé une année à l'université de Poitiers. Il est parti à l'université de Dijon. 2 années après, il me contacte, il me dit, voilà, j'ai envie de faire une thèse avec vous. Donc, bon, d'accord, mais sur quoi? On ne sait pas trop. Et je lui ai dit, le mieux, c'est qu'on fasse quelque chose sur ton pays, parce que je me suis inspiré de ma propre expérience. Je me suis dit, s'il travaille sur des bassins sédimentaires ou des roches de son pays, peut-être que ça va lui servir un jour, etc. Problème, c'est qu'il n'avait pas de bourse et il n'y avait pas d'idée précise sur quoi il faut travailler. Donc, Poitiers, on a discuté. Et je lui ai dit, bah, écoute, on va faire une tentative au niveau de l'ambassade de France pour voir si l'ambassade accepte de financer, alors qu'on était hors délai, hein, on était hors délai, 11 mois hors délai, vous vous rendez compte. L'ambassade de France, quand vous êtes dans les temps, vous avez 0, mais alors là, vous êtes hors délai, c'est encore pire. Chance, une semaine après, l'ambassade de France m'appelle, me dit, voilà, on a une bourse disponible parce qu'il y a un désistement, et donc, si vous voulez, on vous l'accorde, mais à condition, vous travaillez sur une roche très ancienne de 2 milliards 100 millions d'années. Tout de suite, j'ai dit non, parce que c'est des roches trop anciennes pour moi, je n'ai pas l'habitude. Et très probablement, ce sont des roches qui ont subi des transformations. Et là-dedans, on n'aura aucune information qui va nous guider sur l'histoire de notre planète à ces périodes-là. Je dis, ce n'est pas possible. Donc, moi-même, j'étais formaté par le dogme. Et je me trompe, évidemment, parce qu'ils m'ont dit, bah, pas du tout, venez, vous allez voir. Donc, évidemment, moi, j'étais content. On a accepté la bourse, l'étudiant s'est inscrit. Et vous voyez l'histoire, jusqu'à présent, on est au courant de rien. On ne savait absolument ce qu'il y avait dans ces formations-là. Voilà l'histoire. Après, pour certains, vous la connaissez. Donc, ça aboutit, si vous voulez, à l'ouverture d'un chapitre, un nouveau chapitre dans l'histoire de la vie, qui est cette histoire d'émergence de formes de vie multicellulaires, complexes, datées de 2 milliards 100 millions d'années. Donc, ce que je vais faire, mais vraiment sans vous compliquer la vie, il faut que je vous présente juste le contexte géographique pour qu'on se positionne et qu'on se retrouve dans l'endroit où on a travaillé. Alors, le Gabon, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pays qui se situe sur la marge ouest africaine. L'équateur, 0 passe ici, ce niveau-là. Et si vous avez ce qu'on appelle une carte géologique, alors c'est quoi une carte géologique? Vous avez plein de couleurs, on a la même au Maroc, et chaque couleur représente des formations géologiques d'âges différents. Donc vous avez des roches qui sont datées d'aujourd'hui sur les plages, mais vous avez des roches qui sont de 100 millions, de 100 millions. Vous avez d'autres qui font 2 milliards, 2 milliards 1, 2 milliards 2, 2 milliards 5. Donc c'est un pays qui est fabuleux pour ça parce que vous avez toute la gamme de roches et vous pouvez, si vous êtes géologue, c'est comme le Maroc, c'est le paradis du géologue. Donc on peut évidemment se faire plaisir. Donc le bassin sur lequel on travaille, Libreville est quelque part par là. Hein. Donc le bassin s'appelle le bassin de Franceville, en référence à la ville de Franceville, qui s'appelle en fait réellement Massoukou, que les Français ont rebaptisé Franceville lors de la période coloniale. Et donc ce bassin se trouve ici, la particularité d'avoir des roches très anciennes de l'ordre du milliard. Donc nous, on a été là-bas tout simplement, pourquoi? Parce qu'on a envie de comprendre les environnements de notre planète, mais à une période très primitive, sachant que
notre planète, elle a été formée il y a 4,5 milliards d'années. Et au cours des temps géologiques jusqu'à aujourd'hui, elle a subi des évolutions et des changements au cours de son histoire, à la fois au niveau de ses environnements qu'au niveau de la vie ou l'histoire de la vie. Alors, ce que je vous montre aussi ici, c'est très simple. Quand on regarde les roches qui affleurent ou qui se présentent dans ce bassin, on va pouvoir construire ce qu'on appelle une colonne lithologique. Alors, c'est quoi? C'est tout simplement les roches qui se trouvent dans ce bassin. Et chaque roche, ou les indications qu'on va trouver dans ces roches-là, vont nous permettre de remonter au paléopaysage, c'est-à-dire au paléo-environnement. Alors ça, c'est important parce que les roches sont des véritables archives des environnements de notre planète au cours des temps géologiques. Donc, si on met les couches sédimentaires les unes sur les autres, on arrive à quelque chose autour de 2000 mètres de sédiments. Et ces 2000 mètres de sédiments qui sont très bien datés avec plusieurs datations qui confirment plus ou moins l'âge de 2,1 milliards d'années, 2 milliards 100 millions. Donc, on arrive à retracer l'histoire de notre planète à cette époque-là. Alors, ce bassin est exceptionnel. Pourquoi? Parce que les roches qui vont se trouver dans ce bassin, ils ont une particularité. Ils sont exceptionnellement bien conservés. Et qui dit exceptionnellement bien conservé dit que, en fait, on peut reconstruire les paléopaysages. Et reconstruire le paléopaysage et comprendre comment notre planète était à l'époque nous permet de prévoir ou de comprendre ce qui va se passer plus tard. Donc, ici, cette formation, on va l'appeler F. La partie FA, c'est la partie qui est à la base. Et dans cette roche, dans cette partie-là de la roche, vous avez des indications qui vous disent qu'il y a 2 milliards 100 millions d'années à ce niveau-là, on avait des rivières, des fleuves, des lacs. Donc, on avait un milieu qu'on appelle un milieu continental. Quelque part par là, la mer va transgresser. Donc, vous avez ce qu'on appelle une inondation des continents. Donc, la mer va avancer au fur et à mesure. Et tout le monde le sait, le niveau marin, au cours des temps géologiques, il a subi des fluctuations, donc il a changé. Et là, on peut considérer qu'à ce moment-là, on a des indications très claires au niveau de la roche qui nous montrent en fait qu'on a eu une transgression, la mer a inondé les continents. Alors, nous, ce qui nous intéresse, et tout à fait par hasard, hein, je le répète, c'est qu'à ce niveau-là, au niveau de ces argiles, ici ce sont des argiles, ce sont des sédiments très fins, c'est là où ils vont se positionner, où vont se retrouver nos fossiles. Alors, pourquoi on s'intéresse à ce bassin? Les raisons sont multiples, vous l'avez bien compris. C'est un bassin où on va trouver des roches qui sont entre 2,5 milliards et 2 milliards 100 millions d'années. Et au-delà, les Anglais l'appellent, si on le traduit, en fait, ça s'appelle la période moyenâgeuse. Mais ce n'est pas le Moyen-Âge, au terme Moyen-Âge, comme on peut le comprendre aujourd'hui, mais ça représente la partie médiane de 4,5 milliards, c'est la naissance de la planète. 0, on peut considérer 0 aujourd'hui. 2 milliards, 2 milliards 100, 2 milliards 500, on est vraiment au milieu. Et ça, c'est vraiment fabuleux parce que cette période-là est très critique pour notre planète et vous allez le comprendre tout à l'heure. Donc, les objets géologiques sont très bien conservés, donc ça nous permet une reconstruction très intéressante. Et puis, il y a un élément fondamental, c'est l'oxygène. Et vous allez voir que l'oxygène sur notre planète n'a jamais été avec les concentrations qu'il y a aujourd'hui dans l'atmosphère qui nous permettent, nous, espèces humaines, de respirer. Mais il n'y en avait pas du tout au départ. Et puis, à un moment ou à un autre, il va apparaître sur notre planète. Et au fur et à mesure, au cours du temps, l'oxygène, pareil, va augmenter, diminuer, etc., etc. Donc, tout ça, on peut le lire dans les archives géologiques. Alors, il y a aussi un point fondamental, mais cette fois-ci, encore une fois, unique au monde. C'est un bassin où on va trouver des réacteurs nucléaires naturels. Alors, c'est quoi un réacteur nucléaire pour ceux qui ne le savent pas? Une centrale nucléaire aujourd'hui, en Europe ou ailleurs, elle fonctionne au Japon, par exemple. Le cas douloureux que vous avez tous suivi dans les médias, ces réacteurs nucléaires, c'est quoi? C'est des concentrations d'uranium. Sauf que l'uranium concentré ou les réacteurs qu'on fait marcher avec cet uranium, c'est de l'uranium qu'on va aller chercher dans différents pays, qu'on va concentrer, et à ce moment-là, on va faire tourner le réacteur nucléaire pour produire l'électricité. Sauf que, au Gabon, il y a eu, il ne reste plus qu'un, il y avait 16 réacteurs nucléaires naturels. C'est-à-dire, l'uranium s'est concentré, et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, et il a formé des accumulations d'uranium pur. Et ils ont trouvé 16
réacteurs de dimension plutôt métrique, donc c'est assez important en dimension. Et ces réacteurs-là, malheureusement, ils ont été exploités à l'époque par les boîtes qui cherchaient de l'uranium et qui sont un patrimoine mondial, mais il n'en reste plus qu'un seul réacteur aujourd'hui dans la région de Franceville. Alors, c'est un pays aussi qui est le paradis des miniers. Il y a du fer, il y a de l'uranium, il y a du diamant, il y a du manganèse. Et par exemple, le Gabon, il est situé en deuxième, troisième position dans le monde en termes de production de manganèse. Et par hasard, ce bassin de Franceville devient intéressant pour nous. Pourquoi? Parce qu'on voit apparaître et émerger la vie multicellulaire organisée. Mais ça, c'est quelque chose qui est arrivé plus tard et tout à fait par hasard. Alors, là, je me permets de vous donner l'état de l'art. Alors, pourquoi l'état de l'art? L'état de l'art par rapport à ce qu'on a comme connaissance sur la multicellularité et la vie sur notre planète. Et surtout, tout ce qui est organisme complexe. Alors, c'est quoi un organisme complexe? C'est un organisme qui est individualisé. Hein. Je peux donner différents exemples, une méduse, un poisson, etc. Enfin, des organismes avec des cellules qui vont subir une croissance coordonnée. Donc, ça ne se développe pas d'une manière aléatoire, mais ça se développe d'une manière vraiment intelligente. Vous avez les tailles qui peuvent être importantes. Vous avez une diversité de tailles et de formes. Mais surtout, vous avez le moment où cette vie multicellulaire complexe a émergé, et il est aux alentours de 570 millions d'années. Millions d'années. Donc voilà l'état de l'art, c'est-à-dire voilà ce qui a été connu depuis toujours dans l'histoire des connaissances autour de la vie sur notre planète. Donc l'émergence, il est autour de 500-600 millions d'années. Donc voilà, nous on arrive avec 2 milliards 100. Effectivement, ce n'est pas très simple, il a fallu travailler et argumenter. Alors, je le fais également cet état de l'art, là ça nous permet de se situer par rapport au temps. Donc là, sur ce petit schéma un petit peu ludique, à 4 milliards 5, c'est la naissance de notre planète. Ici, ils ont trouvé des traces qui ont été contestées par rapport à les premières traces de vie qui ont été trouvées à l'époque, mais finalement, ils sont révélés comme étant des artefacts. Et aux alentours de 3 milliards 5, je vais vous montrer ça en photo, ils ont trouvé des restes de bactéries, hein, de petite taille, je vais vous les montrer. Ici, toujours, on est dans le stade bactérie, il n'y a rien d'exceptionnel. Ici, ils vont trouver les premiers organismes un petit peu plutôt complexes, de grande taille, ça varie de 2 cm à 10 cm. Et puis, évidemment, l'explosion de la vie sur notre planète, la toute première, évidemment, elle va se situer autour de 500-600 millions d'années. Voilà l'état de l'art, et vous remarquez que le Gabon n'existe pas, ou les organismes gabonais n'existent pas pour l'instant. Bien, j'ouvre une toute petite parenthèse par rapport au réacteur nucléaire naturel, parce qu'on en a parlé, et c'est vraiment intriguant, et c'est unique. C'est le seul endroit où on peut les trouver. Mais nous, on va utiliser ces réacteurs nucléaires naturels, c'est-à-dire cet uranium, pour comprendre l'état de l'oxygène sur notre planète. Je vous explique. L'uranium, tout le monde sait ce que c'est. C'est un élément qui, quand il se désintègre, permet d'avoir... Il y a une réaction de fission, donc il y a une réaction qui va se produire, et cette réaction nous permet d'obtenir l'électricité, faire tourner les machines. Donc dans les pays européens, essentiellement, ils se basent là-dessus. Mais nous, ce n'est pas pour ça qu'on a été regarder ce genre de choses, parce que l'uranium, quand il bouge dans les roches, à l'intérieur de la roche, ça veut dire qu'il y a de l'oxygène dans la roche. Donc tout colle finalement. On a 16 réacteurs, on a beaucoup d'uranium. Donc très clairement, à cette période-là, nous avons vu l'atmosphère de notre planète à 2 milliards 100 millions d'années contient quand même suffisamment d'oxygène. Autrement, l'uranium ne pourrait pas se déplacer. Donc nous, on utilise ça comme un argument géologique qui montre qu'on a de l'uranium dans l'atmosphère. Le manganèse, ici j'ai mis au fond là, une petite photo qui montre des cristaux, c'est un minéral ce qu'on appelle la rhodochrosite, mais peu importe le nom, c'est très joli. Mais le manganèse également, quand il se concentre dans les roches, dans les couches géologiques, ça veut dire que dans le milieu, il y a de l'oxygène. Donc on a 2 arguments géologiques très simples, l'uranium et le manganèse, qui nous disent à 2 milliards 100 millions d'années, notre planète, elle contenait déjà, et commence à y avoir les premiers prémices, les premières traces d'oxygène dans l'atmosphère. Un petit peu le paysage quand même, parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, ce pays-là, il est essentiellement, c'est un beau pays avec beaucoup de forêts, beaucoup de rivières. Les 3/4 du pays, c'est de la forêt, vous vous rendez compte? C'est un pays où on peut travailler dans des conditions parfois exotiques, mais ça, c'est la vie du géologue. On est un petit peu tordu et fou par moment. Et c'est un pays où il y a tout simplement 1 million d'habitants. Les gens sont tout à fait adorables et accueillants.
Et vous voyez, ils ne sont pas vraiment très nombreux, mais par contre, ils sont très chaleureux. Là, je vais faire défiler quelques diapositives. Et là, je compte sur vous. Vous allez suivre avec moi cette petite flèche jaune là, cette petite étoile jaune ici, là, et vous allez regarder avec moi l'échelle qui est ici. Alors, l'étoile jaune, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se déplacer au cours du temps géologique, c'est-à-dire 4,5 milliards, je me répète, mais c'est toujours bien de répéter, ça permet l'information de c'est l'âge de notre planète. Voilà, ça c'est les datations qui permettent d'obtenir ça. Et alors, au cours du temps, on va voir quelles sont les formes de vie qui ont été trouvées, admises, connues jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et vous voyez ici l'échelle. Alors, ce qu'on voit ici, ce sont des filaments bactériens. Hein. Donc, les bactéries, quand elles se mettent les unes à côté des autres, vous avez déjà entendu parler d'une bactérie, vous savez ce que c'est. Hein. Donc, ça fait des petits filaments de très petite taille. Alors là, vous prenez 1 millimètre, vous voyez ce que c'est un millimètre, c'est vraiment très très petit. On ne les voit pas à l'œil nu, pour ceux qui n'ont pas d'idée sur ce que c'est un micron, mais ils ne sont pas visibles à l'œil nu. Donc c'est vraiment de très petite taille. Et ça a été trouvé par un auteur, un Américain. Il a trouvé quelque chose autour de 3,5 milliards. J'ai mis aussi 1,9 milliard. Donc vous voyez, ça reste toujours des choses très simples, des filaments et de très petite taille. Il n'y a pas plus d'un an, une collègue belge a fait une belle découverte en Afrique du Sud dans un bassin où il y a des formations qui sont datées de 3,2 milliards d'années. Et elle vient vraiment bouleverser aussi les connaissances parce qu'elle a trouvé des petites cellules, pareil, pas visibles à l'œil nu, mais elles sont, je dirais, 100 fois plus grandes que celles que j'ai montrées auparavant. Et vous voyez quand même qu'elles sont bien organisées, ces cellules-là. Donc elle nous dit, en fait, finalement, déjà à 3,2 milliards, la planète pourrait avoir des conditions pour que la vie puisse se développer. 1,6 milliard, 1,7 milliard, vous avez ce fameux Grippania spiralis, ça c'est le nom latin qu'on donne, peu importe, ça parle à personne, mais on dirait une spirale. Et pourquoi c'est noir? Parce que c'est une empreinte carbone. Ce fossile, il se conserve de cette manière-là. Et vous voyez ici la pièce, l'équivalent d'une pièce d'un dirham, et ça peut aller jusqu'à à peu près 10 cm. Donc le problème, c'est que c'est toujours la même taille et la même forme. Surtout la même morphologie. La taille change, mais effectivement, la même morphologie. Donc, voilà, ça reste homogène et c'est toujours du spiral. Alors, notre ami collègue, un Suédois, Bengtsson, a trouvé dans des roches 1,6 milliard. Donc, voilà, on est en train de se rajeunir. Il a trouvé des petits tubes qui font à peine 1 millimètre. C'est-à-dire, on peut éventuellement, si on a une loupe, on peut les voir. Voilà, donc ça reste vraiment de très petite taille. Ils sont très jolis, mais vraiment très petits, se ressemblent. Et il donne des interprétations. Alors, il dit de quoi il s'agit. Alors, il se pose des questions. Il dit ça pourrait être des bactéries, ça pourrait être des algues, ça pourrait être des champignons. Il ne sait pas trop, mais il reste vraiment perplexe. Il se pose des questions, mais ça reste intéressant, mais petite taille. Maintenant, 1,2 milliard. Encore, on va se rajeunir de 400 millions d'années. Qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Des choses qu'un Anglais qui s'appelle Butterfield a qualifiées d'algues rouges. Mais il est contesté par ses confrères. Ils disent que ce ne sont pas des algues, ce sont probablement des bactéries, alors que lui, il veut nous vendre des choses plus complexes. Et c'est toujours de petite taille, vous voyez. Donc, c'est invisible à l'œil nu. Il faut vraiment regarder ça au microscope. Donc, vous voyez, rien d'exceptionnel. 850 millions, donc on est descendu en dessous du milliard. Toujours du filament, toujours de la bactérie. Et là, quand on arrive aux alentours de 600, 500 millions d'années, il y a ces formes de vie, comme vous pouvez voir ici, qui sont très jolies, sont des formes de vie qui ont été découvertes dans les montagnes australiennes. On appelle ça la faune des Diacara. Et c'est en Australie que ça a été découvert. Et là, c'était vraiment une révolution parce que ce sont les formes de vie complexes les plus anciennes jamais décrites. Attention, qu'on soit bien clair, c'est autour de 500-600 millions d'années. Maintenant, on arrive au Gabon. Alors, quand on arrive au Gabon, effectivement, notre travail de base de géologue, je dirais, c'est d'essayer de comprendre comment il était l'environnement à l'époque, et ça, on le fait à partir des roches. Donc, c'est ce que je vais d'abord essayer de vous expliquer. Je vais comprendre avec vous dans quel milieu, dans quel environnement ils ont vécu les fossiles gabonais. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut faire parler la roche. Et c'est ça le travail du géologue. Et donc, ça ici, c'est une photo de la carrière dans laquelle on a trouvé ces fossiles. Et cette carrière, en fait, elle a été, très curieusement, utilisée par quelqu'un qui exploite cette roche-là pour faire des bâtiments, des routes, etc.
Et la partie dont on va trouver les fossiles, c'est cette partie-là. Et cette partie-là ne l'intéresse pas. Il l'a jetée, il n'en a absolument aucun intérêt, alors que nous, c'est cette partie-là qui nous intéresse le plus. En revanche, on a quand même essayé de faire parler cette roche-là, et cette roche-là nous a donné des indications qui sont, en fait, le milieu dans lequel on se situe, c'est un milieu qui est, comment vous dire, vous avez une rivière qui va venir se jeter dans la mer, ce qu'on appelle delta ou estuaire, c'est ça le terme qu'on donne. Donc vous avez une zone de mélange entre une rivière, un WED, si vous voulez, avec la mer. Et ce qui va se fabriquer aujourd'hui, c'est des formes qui ressemblent à ça. Maintenant, on va rentrer dans la zone où il y a les fossiles, juste au-dessus de ces roches qui ont été utilisées pour construire des routes. Donc les fossiles vont se trouver dans ces argiles noires, ces roches noires, très très litées, très finement litées. Et ces argiles noires, ils vont se trouver prises en sandwich avec des roches un petit peu plus dures, comme du sable, mais du sable un peu plus dur. Et nous, on va les utiliser pour voir ça. Alors ça ne vous dit rien, mais ce n'est pas grave. Mais pour nous, géologues, si vous voulez, ce sont des structures, une morphologie qui nous donne une idée sur l'environnement. Et je vais vous donner l'information, comment nous, on l'a pu l'interpréter. Ces structures nous disent en fait que ces fossiles-là, ils ont vécu à 30-40 mètres de profondeur d'eau, donc comme une plage, pas loin là, on est à 30-40 mètres. Et dans cet environnement-là, on enregistre des mouvements de vagues, des mouvements de tempêtes, des mouvements de marées, etc. Et c'est tout ce que les figures sédimentaires vont nous dire, mais c'est important. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vécu à 1000 mètres ou 2000 mètres, ils ont vécu à 30-40 mètres de profondeur. Tout ce que vous voyez là, et je ne m'attarde pas là-dessus, et encore une fois de plus, ça ne vous dit rien, pour nous, ce sont des figures sédimentaires. Pourquoi je les montre? Parce que ça donne une idée sur l'état de conservation des roches. Et ces figures sédimentaires, c'est la mémoire, si vous voulez, de notre planète il y a 2 milliards 100 millions d'années. Donc après, c'est notre travail à nous de faire parler ces roches-là pour comprendre comment il était notre environnement à l'époque. Ça aussi, c'est une figure sédimentaire, vous voyez, c'est plissé comme ça, mais vous voyez, la conservation est exceptionnelle. C'est un bassin unique dans le monde et c'est le seul bassin qui montre une conservation aussi bonne pour des roches de cet âge-là. Maintenant, si on veut faire une construction des paysages de l'époque de notre planète, on peut dire que la partie inférieure où il y a du sable, du grès, du conglomérat, des choses comme ça, des galets, des choses comme ça, c'était des fleuves, parfois des lacs, parfois des deltas, c'est-à-dire des zones de rencontre entre le fleuve et la mer. Mais dans la partie qui correspond à nos fossiles, la mer est là. Tout ce qui est bleu, ça veut dire que là, on a une transgression et notre continent est inondé. Bien, là, il y a un point important. Maintenant qu'on a compris comment ont vécu ces fossiles, il faut essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de l'oxygène, parce que l'oxygène est fondamental. Si vous voulez qu'une cellule puisse se développer, faire son travail, son métabolisme, il lui faut de l'oxygène. S'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de développement. Par contre, les bactéries, elles peuvent se développer, elles peuvent, ce qu'on appelle les bactéries extrémophiles, faire sa vie, une bactérie, dans n'importe quelle condition, avec l'oxygène ou sans oxygène, haute température, aux basses températures. La bactérie, elle s'en fout complètement des conditions, elle est capable de survivre. Mais par contre, quand l'oxygène va être là, c'est une autre histoire et les cellules peuvent être un peu plus évoluées. Alors, sur ce petit diagramme, toujours 4,5 milliards, la naissance de notre planète, ce que vous voyez en rouge, c'est la courbe d'oxygène sur la planète depuis le début, depuis sa formation, depuis sa création. Donc, pas d'oxygène, zéro, on n'a pas d'oxygène dans l'atmosphère. Ici, vers 2 milliards 500, 2 milliards 400, on a une grosse glaciation sur notre planète. Et juste quand on va sortir de cette glaciation, la planète va être sous glace, il va y avoir une montée d'oxygène dans l'atmosphère. Mais attention, c'est la première fois de l'histoire de notre planète qu'on va avoir un pulse d'oxygène, une augmentation d'oxygène dans l'atmosphère. Et le Gabon, il est situé ici, les 2 milliards 100 millions, ils sont là. Après ça, ce palier-là pose problème parce que les scientifiques, à coup d'articles et à coup de débats, se posent la question à savoir si l'oxygène effectivement est resté stable à cette période-là ou il a baissé, on ne sait pas trop. Donc on n'en parle pas des masses. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ici on a eu une grosse glaciation vers 1 milliard et quand on va sortir de la glaciation, l'oxygène monte et là on a les formes de vie australiennes que je vous ai montrées tout à l'heure. Là, j'attire votre attention sur un truc. Essayez de comparer
l'évolution des choses ici et là. Vous allez vous rendre compte finalement que c'est la même chose. Glaciation, augmentation d'oxygène, glaciation, augmentation d'oxygène. Certes, les amplitudes, les augmentations ne sont pas les mêmes. Ici, on a une forte augmentation, c'est encore heureux. Ici, on en a une, mais qui est très importante parce qu'on est parti de zéro. Mais les deux scénarios sont relativement similaires. Ici, on a une vie très complexe qui est développée au Gabon, enfin dans le monde, ce qui est un point d'interrogation jusqu'à l'histoire gabonaise, la découverte gabonaise. Bien, alors, pas d'inquiétude par rapport aux techniques. On a utilisé des techniques diverses et variées, qui sont des techniques de pointe, très coûteuses, qui prennent beaucoup de temps. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de comprendre, nous, au Gabon, à ce moment-là, au moment où les fossiles se sont mis en place, comment était l'oxygène dans l'atmosphère. Donc, toutes les analyses qu'on a pu faire ont montré qu'il y avait de l'oxygène dans l'atmosphère, et surtout dans les 30-40 mètres dans lesquels vivaient ces fossiles. Voilà. Quand vous êtes sur le terrain en train de vous balader, voilà ce que vous allez trouver. Alors, vous avez deux façons de gérer le problème. Soit vous faites comme ils ont fait les anciens, les gens qui sont passés dans cette carrière, sachant que cette carrière était ouverte depuis 20 ans, beaucoup de gens ont circulé dans cette carrière. Soit vous prenez un caillou ou deux et puis vous essayez de comprendre, soit vous laissez tomber, vous faites comme les autres, et là aujourd'hui je ne serai pas en face de vous. C'est ce qu'on a fait nous. On a récupéré 2 échantillons, quelques photos. Retour en France, ce n'était pas l'objectif de la mission, mais quand on voit ce genre de choses, effectivement, soit on est curieux, et quand on a une curiosité scientifique, effectivement, on se pose des questions, soit on ne l'est pas, et là, on laisse tomber, on fait comme les autres. Donc, retour en France, ce que je fais, j'envoie des photos à un collègue. Vous allez voir, l'histoire, elle est très curieuse. J'envoie des photos à un collègue, je lui dis, écoute, qu'est-ce que tu en penses ? Et il me dit, ce que tu me présentes là, ce sont des formes australiennes, 600 millions d'années. Je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible, il y a un problème. Donc, je lui explique que c'est pas 600, c'est plutôt 2 milliards. Et ce que je fais, c'est qu'un mois après, je repars, je prends le risque et je repars sur le terrain. Et c'est là où je vais revenir avec 250 échantillons. Et vous les voyez ici sur cette plaque. C'est une petite plaque qui fait 10 cm. Et vous voyez à peu près comment ces formes de vie, elles sont positionnées. Et en fait, quand vous les voyez comme ça, effectivement, vous pouvez vous poser la question, mais c'est bizarre, comment c'est, etc. Mais en fait, quand vous avez un poisson aujourd'hui, fond de la mer, qui va mourir, il y a 2 possibilités. Soit il va être détruit complètement, il n'y aura plus aucune trace, soit il va être fossilisé, il va se transformer du carbone en minéral. Donc là, c'est un minéral qui est ici, qu'on appelle la pyrite, c'est-à-dire un mélange de fer et de soufre. Et ce minéral-là, que vous voyez ici, c'est ça qui va permettre de conserver les formes d'origine de ces spécimens. Effectivement, quand on voit ça, ce n'est pas suffisant. Il faut utiliser des techniques et des méthodes de pointe. C'est ce qu'on a utilisé parce qu'on a la chance à l'université de Poitiers d'avoir l'équivalent d'un scanner médical, mais ça s'appelle un tomographe. Et ce scanner, ça permet, avec des rayons X, de traverser la roche et de la voir en 3 dimensions sans la détruire. Donc ça nous a permis de voir des détails. Vous avez l'échantillon tel qu'on le trouve sur le terrain, mais vous avez également la morphologie interne. Et là, vous vous rendez compte effectivement que c'est complexe. Et si vous êtes à 6-7 cm, donc ce n'est pas rien, le plus grand, le plus important, il fait aujourd'hui autour de 35 cm. Donc on a quand même des tailles diverses et variées. Après, on peut s'amuser, on a l'échantillon sur le terrain et la tomographie ou le scanner médical nous permet d'avoir ces morphologies-là. Et par exemple, on va prendre celle-là. Regardez ici au milieu, on a un plissement, on a une espèce de flotteur, de dôme. Ici, vous avez ces petites indentations ici. Nous, on l'appelle fabrique radiale, mais on se pose la question, si ce qui est autour ne sert pas à quelque chose, je vais vous le montrer dans le détail. On peut le couper dans tous les sens, mais c'est du virtuel, c'est-à-dire ce n'est pas une coupe réelle. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de voir si c'est complexe ou pas. Donc, on en a plein. Pour rien vous cacher, on en a 450 spécimens, et donc c'est en cours d'étude. Hein. Donc vous voyez cette forme-là aussi, hein, elle est différente de celle-là, et vous voyez, on a quand même pas mal de variabilité de taille et de forme. Maintenant, on nous a demandé de couper un spécimen ou 2 pour voir comment il se positionne dans la roche. Donc ils nous ont posé des questions spécifiques pour répondre à la question suivante, à savoir si ce spécimen est positionné
en surface ou s'il est complètement aléatoire dans sa morphologie. Et là, on se rend compte qu'il est positionné en surface. Ce n'est pas quelque chose qui pousse n'importe comment. Donc, c'est vraiment extraordinaire en termes d'organisation. Là, ce que je vais vous montrer, c'est juste une petite animation qui va prendre 2 minutes et demie, même pas. Et vous allez voir que vous avez le spécimen tel qu'on le trouve sur le terrain. Il fait à peu près 3-4 cm, à peu près 4 cm, 5 cm. Et ça, c'est son empreinte dans la roche. Alors, ce qu'on va faire avec cette animation, on va essayer de voir dans les fins fonds de l'intérieur de sa structure comment il se présente. Donc, on va le couper dans tous les sens. Et encore une fois de plus, sans le détruire, parce qu'il existe toujours, il est toujours dans la collection à Poitiers. Voilà la partie centrale. On est en train de mettre un peu plus de clair pour voir les choses. On va essayer maintenant de le couper. Donc, on va le couper dans un premier temps. Une fois qu'il a fini de faire son petit tour, là, vous voyez de l'autre côté comment il se présente. Donc, voilà. Donc là, on est en train de le couper comme ça, parallèle à la face du fossile. Et vous allez voir qu'on va sortir les indentations, ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est parfait. C'est symétrique, pratiquement, entre le haut et le bas, droite, gauche. Et là, ce qui va être très intéressant, c'est qu'on va le couper en profil. Et ça, c'est bien parce qu'on va suivre les indentations qui vont disparaître et réapparaître de l'autre côté. Donc, on voit très clairement qu'on va le revoir, ils vont disparaître, on arrive au dôme, ils vont réapparaître de l'autre côté. Donc, en fait, elles sont localisées sur le pourtour. Donc, peut-être qu'ils ont une fonctionnalité. Soit ils permettent au spécimen de flotter, soit rester sur le fond. Donc, probablement, ce que vous voyez là, c'est une fonctionnalité qui permet au spécimen de survivre. Des techniques de pointe, on a été en Suisse pour faire des choses beaucoup plus pointues, je ne rentre pas dans le détail, mais tout ça confirme les analyses qu'on a pu faire à Poitiers grâce à notre scanner. Maintenant, on peut regarder la symétrie, parce que nous sommes symétriques. Nous, les êtres humains, par exemple, on est un organisme complexe, on est symétrique. Hein, vous voyez, on est complètement... Là, quand on regarde ces spécimens-là, on se rend compte que c'est quelque chose de bien caractérisé, de bien clair, parce que quelque chose d'artefact, de farfelu, il n'y a pas de symétrie bien identifiée. On a comparé avec des minéraux, c'est-à-dire un minéral, un artefact lambda quelconque et un spécimen, et on se rend compte qu'un minéral quelconque et un spécimen n'ont rien à voir en termes de morphostructure et en termes d'organisation interne. Ça aussi, c'est de la technique de pointe. C'est des outils, on en a une en France, une machine en France, à Nancy, il n'y en a pas 50. Ça coûte 3,5 millions d'euros, c'est juste pour vous donner une idée. Et on a fait 150 points d'analyse. Chaque point est vraiment très petit, on ne le voit pas à l'œil nu. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de comprendre la composition de ces organismes. Et on se rend compte en fait que la grande majorité des points qui sont là montrent que l'organisme qui est là a été attaqué par des bactéries. Et ces bactéries l'ont transformé en ce minéral qu'on appelle la pyrite. Donc, ça plaide pour ce qu'on a. Le terme biogénicité, ça plaide vers ce qu'on a toujours essayé de défendre, la biogénicité, c'est-à-dire la vie. Maintenant, il y a des choses qu'on n'a pas montrées. Effectivement, ce qu'on a publié ne représente que 25% de ce qu'on a trouvé. On a des formes rondes comme ça, qui peuvent être 2 mm jusqu'à 3-4 cm. On a des choses, comme vous pouvez voir ici, vraiment très, très complexes au niveau de l'organisation. Ils font 10 cm. Et ce qui est intéressant, et ça c'est relativement récent, on a également des... Ne soyez pas trompés par la taille de l'image, mais c'est très petit, des microfossiles également. Donc si vous baladez au bord de la plage, il y a ce qu'on appelle les algues. Alors les algues, vous les voyez à l'œil nu, mais il y a aussi des algues qui sont microscopiques. Donc on a la chance de trouver des algues qui viennent enrichir la diversité de tailles et de formes qu'on a trouvées jusqu'à maintenant. Donc on a vraiment un écosystème avec une biodiversité bien claire et bien définie. Je passe le détail, je ne vous embrouille pas avec tout ça, mais je vous dis tout simplement que maintenant, le biotech gabonais, ou les organismes, ou la vie qu'on a pu voir et décrire au Gabon, s'impose. Pourquoi ? Parce qu'on a une variabilité de taille et de forme. Donc on trouve tous les critères de multicellularité que je vous ai présentés tout à l'heure. On trouve, par exemple, une croissance coordonnée. On trouve une diversité, une individualité de spécimens. Donc, on a tous les critères d'une multicellularité complexe. Donc, on est aujourd'hui censé positionner ça sur l'échiquier, je dirais, temporel, le temps qui est là de tout à l'heure. On l'a tout simplement complété. Et vous vous rendez compte d'une chose, par rapport à ce qui a été déjà connu, admis, etc., le curseur a été reculé
de 1,5 milliard d'années, ce qui n'est pas simple. C'est-à-dire, très clairement, si vous êtes en train de dire à la communauté scientifique internationale, je suis en train de vous présenter les premières traces de vie sur notre planète qui sont complexes et organisées, mais attention, les plus vieilles jamais décrites, mais pas de 1 million ou 2 millions, 1 milliard 500 millions d'années. Évidemment, ils ne vont pas vous dérouler le tapis rouge et ça va être une histoire complexe. Après, c'est à vous de se battre avec vos petits moyens, aux grands moyens, pour convaincre. Et Dieu merci, si je puis dire, on a pu valider ça. Bon, il y a d'autres spécimens, hein, vous voyez, bon, on en a pas mal. Je passe, ce n'est pas là-dessus qu'on va s'attarder. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce chantier Gabon est un chantier qui est extraordinaire. On peut faire la même chose au Maroc, parce que souvent on pose la question, c'est tout à fait possible. On a des roches du même âge au Maroc, dans le sud, dans l'anti-Atlas, et je pense qu'il suffit juste qu'il y ait une organisation et une concertation qu'on peut mener des travaux de recherche là-dessus, et qui sait, peut-être qu'il y a aussi des choses intéressantes. C'est un projet où le chantier gabonais permet de faire travailler différentes compétences, notamment les biologistes, les chimistes, les géologues, les paléontologues, donc pas mal de personnes. C'est un travail d'équipe, ça je le dis, je le redis. Je coordonne 20 personnes avec 16 institutions nationales et internationales, et ce n'est pas le travail d'Elal Banissol, c'est le travail de toute une équipe, et je suis là pour représenter cette équipe. C'est une équipe parmi lesquelles il y a des jeunes, c'est une équipe qui n'est pas malheureuse, hein. C'est un travail de géologue, sur le terrain on fait comme on peut, et tout simplement cette découverte aujourd'hui, elle est menée ou elle est en cours d'études sous le double égide de l'Université de Poitiers et du CNRS. Pour ceux qui ne savent pas, le CNRS, c'est le Centre national de la recherche scientifique en France. Alors maintenant, ça c'est un petit moment de bonheur et de fierté, je dirais, pour tout chercheur. Ce sont les médias du monde entier qui ont relayé l'information. Et ça, c'est à ma grande surprise. Je ne savais pas que les médias allaient s'acharner, dans le sens positif du terme, j'imagine, sur cette histoire. Par exemple, ici, on a fait la première page du journal Le Monde, comme jamais. Jamais aucune découverte scientifique dans le monde des géosciences ou de la paléontologie au sens large n'a jamais fait la première page du journal Le Monde, ce qui est quand même très bien. Ce qui est quand même aussi une petite fierté pour les chercheurs et pour l'équipe, l'Université de Poitiers et nous tous, c'est que dans la station métro RER à Paris, Luxembourg, ici regardez le bonhomme, regardez la taille, ça c'est un de nos fossiles, vous l'avez vu tout à l'heure. Il a été exposé pendant 9 mois, il est encore exposé pendant 9 mois sur un poster qui fait 16 mètres sur 15 mètres, quelque chose comme ça. Donc pour les chercheurs, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et nous sommes vraiment très contents que ça a été relayé par les médias. Ce que vous voyez ici, c'est le magazine Nature, c'est le journal dans lequel on a publié ça. Et ce journal, pour les gens qui ne savent pas, c'est un des meilleurs, sinon le meilleur magazine scientifique multidisciplinaire dans le monde. Et on a eu la chance d'avoir la couverture de ce journal. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est le titre. Et le titre, c'est « Joindre les forces », c'est-à-dire travailler ensemble. Mais en fait, là, ils pensent, eux, aux cellules qui se mettent à coopérer, à créer des choses bien organisées. Et moi, je le transpose également sur l'humain pour dire qu'il faut que les gens de différentes disciplines, de différentes compétences, travaillent ensemble sur des sujets comme ça, parce que ce sont des sujets vraiment fabuleux. Merci pour votre attention.